Ce qui me distingue de la plupart des gens de mon âge, c'est que j'ai vécu en Inde. Quand je rencontre quelqu'un, ça arrive assez vite dans la conversation, on me demande ce que j'y faisais, et la réponse, c'est que j'y travaillais. La question suivante, c'est combien de temps? Et là, quand je dis 7 ans, la personne semble atterrée, et la question qui arrive tout de suite après, c'est pourquoi? Alors généralement, à ce stade, la personne semble tellement choquée que je me retiens de lui répondre « et pourquoi pas ?» La raison pour laquelle je suis partie en Inde, c'est que je sortais de 3 ans de prépa. J'ai fait une Hippocagne et 2 Cagnes dans un grand lycée parisien. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde des prépas, la première année est un tronc commun, en deuxième année on choisit une spécialité. Moi j'ai choisi la philosophie, et donc pendant 2 ans, entre 18 et 20 ans, j'ai fait une 12aine d'heures de philo par semaine. Et ça, c'est seulement les cours, la partie émergée de l'iceberg. Tous les jours, 1h30 était consacrée au repas, 6h30 au sommeil, et le reste du temps, je travaillais. Alors j'étais très malheureuse, comme la plupart des gens en prépa, je crois. Je me souviens m'être dit souvent le dimanche, en voyant des gens se promener au Luxembourg, « Moi aussi, un jour, le dimanche, j'aurai le temps de me promener. » Bon, j'étais aussi très malheureuse parce que la philo, ça m'a appris des choses magnifiques. Mais à force de lire et de relire ces grands auteurs, à force d'ingurgiter de la philo nuit et jour, j'ai fini par avoir l'impression que tous ces grands auteurs, malgré leurs différences, s'accordaient en 2 points. Nos sensations sont des illusions, et la seule certitude, c'est la mort. Voilà, je résume, ce sont mes impressions à moi, mais le problème, c'est que j'avais 20 ans. J'avais envie d'en avoir, moi, des sensations. Et puis, à 20 ans, je me trouvais un petit peu jeune pour apprendre à mourir. La philo me faisait l'effet d'un temps figé, déprimant, et moi, j'avais envie de vivre. Alors je suis partie. Après ma 2e Cagne, le cerveau lessivé, je suis partie voyager avec 2 copines. Ça aurait pu être le Brésil ou le Cambodge. Ça a été l'Inde. Surtout, ça aurait dû être une petite virée entre copines, mais ça a duré 7 ans. Alors l'Inde, pourquoi j'y suis restée? Si je rationalise, j'ai découvert à Jaipur le monde des pierres précieuses, on m'y a offert un job, je suis restée. J'ai vécu 7 années extraordinaires dans ce pays, des années très belles et très dures, à l'image de l'Inde, jamais entre les deux. Je travaillais pour des créateurs et des joailliers européens qui s'approvisionnent en Inde, j'étais leurs yeux, et surtout, je vivais une vie incroyable que j'avais choisie, entre les éléphants et les pans. Au bout de quelques années, j'ai eu ma marque de bijoux fins à moi, et moi, qui n'avais étudié que les humanités, comme on dit, j'ai monté ma société et je suis devenue entrepreneur. Alors, entrepreneur, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, c'est beau et c'est dur, n'importe où dans le monde. En Inde, il y a quelques facteurs qui rendent le challenge unique. Mais tout d'abord, je voudrais faire une petite digression. Vous voyez, mes années de philo pure et dure m'ont un petit peu fâchée avec le monde des idées. En fait, plus j'étudiais la pensée pure, moins je la comprenais. Il paraît que c'est normal. Et plus j'étudiais un sujet qui m'échappait, plus je réalisais qu'en fait, ce qui m'intéressait beaucoup plus que la critique de la raison pure, en fait, c'était le langage. Moi, les mots, la grammaire, ça me parle plus que les idées. Pourquoi? Eh bien, parce que les mots, c'est beau. Alors là, on touche au nerf de la guerre, de ma guerre. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le vrai, c'est le beau. Du coup, les langues, par exemple, j'ai toujours adoré ça. Et quand je suis arrivée en Inde, j'ai tout de suite commencé à apprendre le hindi. Je le parle un peu, en tout cas assez pour l'observer, cette langue. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? On est là pour parler de patience. Alors prenons un mot qui s'en rapproche. Kal. Kal, en hindi, ça veut dire demain.
Du moins, c'est ce que j'ai appris en arrivant en Inde. Mais à force de l'entendre utiliser bizarrement, j'ai fini par tiquer. Mais apko ye pana kal dikta. Ça veut dire « Je vous ai montré cette émeraude demain ». Quelle phrase étrange. Tu m'as montré cette émeraude demain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kal, ça veut bien dire demain. Le problème, c'est que ça veut aussi dire hier. Voilà, c'est ça l'Inde. Le temps explosé. Alors, on entend beaucoup de théories très sophistiquées sur l'Inde, sur le rapport au temps des Indiens, l'idée que dans une culture de la réincarnation, le temps est à une autre échelle. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une chose toute simple qui expliquerait en partie le fonctionnement chaotique de l'Inde? Une langue où le même mot veut dire hier et demain. Moi, l'Inde, ça m'a franchement épuisée. C'est un pays où il faut se battre pour tout, même pour distinguer hier et demain. Je suis pas très fière de l'avouer, mais l'Inde, ça m'a pas du tout appris la patience. En fait, ça m'a rendue impatiente. À des milliers de kilomètres de chez moi, à l'opposé du temps figé de la philo, je me suis découverte très attachée au temps européen, celui où hier veut dire hier et demain, demain. Alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la dengue. La dengue, c'est une sorte de malaria carabinée qui fait très mal partout, qui revient une fois, normalement. Moi, je l'ai eu 2 fois de suite, presque un mois au lit en tout, mais ça m'a appris des choses très intéressantes sur le temps. D'abord, comme je ne pouvais pas bouger de mon lit, ça m'a forcé à habiter le temps de ma maladie. Concrètement, j'ai acheté tout Marguerite Yourcenar sur Amazon, je me suis tout enfilé d'une traite, c'était génial. Et puis, une nuit où j'avais très mal et j'étais réveillée, il y a eu un petit tremblement de terre. C'était pas rare en Inde, j'en ai senti quelques-uns en 7 ans, et là, à 4 heures du matin, j'ai senti le lit trembler, j'ai vu le verre d'eau bouger, et je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Je vis au dernier étage d'un immeuble pas du tout construit sur la moindre norme antisismique, je vais mourir. Et là, au moment où je suis censée voir défiler le film de ma vie, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est « J'ai eu une belle vie. J'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. C'était bien. » Alors, un temps immobile qui m'a forcée à apprendre la patience et qui m'a aussi appris que je n'avais pas peur de la mort, vous voyez, c'était pas si mal, la dingue. Peu de temps après, je suis rentrée en Europe avec un Allemand rencontré à Bombay. On s'est installé à Paris et je me suis remise à l'allemand, une langue que j'aimais déjà beaucoup au lycée. Alors l'allemand, vous connaissez ma passion pour les langues maintenant, j'extrapole mais vous verrez que ça va nous ramener à la patience. L'allemand, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, en allemand, le verbe est à la fin. Du coup, en allemand, on s'attend. Au contraire de l'italien, où tout le monde parle en même temps, en allemand, si vous voulez vraiment savoir ce que la personne en face de vous veut dire, vous devez la laisser finir sa phrase. Eh bien ça, moi, je trouve que ça dit beaucoup d'une culture et de la façon dont les gens interagissent entre eux. En hindi, on ne sait pas si vous voulez dire hier ou demain. En allemand, on s'attend. Alors, de retour en France, j'ai continué les achats de pierres et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout à Jaipur, les diamants. Je vous parle des pierres parce que je trouve qu'elles posent le rapport de la question au temps d'une façon très intéressante, en tout cas pour moi. Alors, il y a quelques semaines, une journaliste de joaillerie m'a demandé mon avis sur les diamants synthétiques. Attention, ne pas confondre. Il y a le faux, si vous taillez un bout de verre et que vous le faites passer pour du diamant, ça c'est, je sais pas, c'est n'importe quoi. Le diamant synthétique, techniquement, c'est du diamant. Alors je vous propose un petit rappel, qu'est-ce que du diamant? Le diamant, c'est du carbone qui a été soumis il y a des milliards d'années dans les profondeurs de la Terre à des pressions et des températures intenses. Une fois cristallisé, il a été acheminé vers la surface de la Terre dans des chemins que creuse le magma en fusion quand il remonte vers la surface de la Terre.
Vous me suivez? Bon. Eh bien, le diamant synthétique, c'est ça. Une des méthodes les plus répandues pour produire du diamant synthétique consiste à soumettre du carbone à des températures et des pressions intenses, mais en laboratoire. Et du coup, en fait, la main de l'homme, quel facteur modifie-t-elle? Le temps. Au lieu que ça prenne quelques milliards d'années, ça prend quelques semaines. Moi, ce que j'ai dit à la journaliste, du coup, c'est je trouve ça super, les diamants synthétiques, mais enfin, il me semble que ce qui fait la magie des diamants, c'est qu'ils aient été formés dans les profondeurs de la Terre il y a des milliards d'années. En tout cas, moi, c'est ça qui me fascine. Alors aujourd'hui, j'ai laissé la main sur les achats de pierres et je m'occupe de la direction de création chez Gemio. En ce moment, je travaille sur des bijoux un petit peu hors du commun et du coup, on me demande souvent « Ah oui, de la haute joaillerie, tu veux dire ?» Mais qu'est-ce que c'est de la haute joaillerie? Eh bien, figurez-vous que ce qui fait de la joaillerie qu'elle est haute, c'est le temps. Le temps qu'un artisan passe sur une pièce, voire qu'un atelier entier passe sur une pièce. Alors forcément, ça a un impact sur le prix, mais on peut tout à fait imaginer une pièce de haute joaillerie faite de pierres fines et pas du tout précieuses. Eh bien moi, c'est dans cette patience que je me suis trouvée, dans le temps des bijoux et de la création. Alors j'ai fait une drôle de route pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé par étudier la philo, plongée dans un temps figé que j'ai trouvé horrible. Puis je suis partie en Inde, où j'ai découvert le monde des pierres précieuses, mais aussi un temps explosé, auquel je ne me suis jamais vraiment adaptée. En fait, pour moi, la patience, c'est quelque chose de subi, d'inné. Et j'ai trouvé trop difficile d'essayer de changer ça. J'ai préféré aller m'installer dans un cadre de vie plus en phase avec qui je suis. Alors aujourd'hui, c'est à Paris que j'ai trouvé mon équilibre, mais ça pourrait être à Londres ou à Milan, dans une capitale européenne et créative, dans le temps des bijoux et de la création. C'est une question tellement fondamentale pour moi que pour finir, je ne résiste pas à la tentation de vous la poser à vous tous ici. Dans cette question du rapport au temps, vous sentez-vous à votre place, là où vous vivez ?